Donc, bonsoir à toutes et à tous, et merci pour votre présence active, je l'espère, à ce troisième rendez-vous programmé dans le cadre de la révision de notre plan local d'urbanisme. En effet, nous avons déjà eu une présentation générale de la démarche en octobre, puis il y a eu des ateliers participatifs fin janvier, dont nous allons vous faire le retour dans les prochaines minutes. Ce soir, nous allons aussi évoquer une étape majeure, à savoir le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. Tout cela vous sera expliqué en détail par Pierre et les représentants de Caudrin ici présents. Mais en quelques mots, le PADD détermine les grandes orientations d'aménagement du territoire pour les années à venir, à partir des enjeux identifiés au sein du diagnostic. Il expose le projet d'urbanisme porté par la municipalité et définit les orientations générales d'aménagement, d'urbanisme, d'habitat, de déplacement, d'équipement, de protection et des espaces et de préservation ou de remise en état des continuités écologiques. C'est donc une étape majeure dans le cycle de l'élaboration de la révision de notre PLU. Il est tout à fait naturel d'y consacrer une nouvelle réunion publique. D'autres temps publics sont d'ailleurs prévus dans les mois à venir, car nous souhaitons intéresser et intégrer le plus grand nombre de Bernéens à cette démarche qui nous semble essentielle pour l'avenir de notre ville. Je salue bien évidemment le travail indispensable des services, mais aussi des élus qui s'impliquent fortement dans cette révision, à commencer par Pierre Bibé dans le cadre de sa délégation. Mais je pense aussi que plus les Bernéens pourront s'exprimer sur ce sujet, plus au printemps 2023, nous bénéficierons d'un PLU qui sera adapté aux besoins réels du développement de Bernay. N'hésitez donc pas à participer ce soir et à venir au prochain rendez-vous. Je compte sur vous, ainsi que celles et ceux qui nous suivront en retransmission vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Marine pour tes propos introductifs. Bonjour à toutes et à tous. L'idée de ce soir, je vais essayer de faire fonctionner. Ça ne fonctionne pas tout à l'heure. Donc le programme de la soirée, des éléments de contexte rapidement en début, avec des brefs rappels. Rappeler tout simplement ce qu'est un PLU et surtout un PADD, un projet d'aménagement et de développement durable. Aussi, on fera quelques rappels, mais assez brefs, sur le diagnostic qui avait été réalisé en première phase par le cabinet Caudrin, mais qui tire pas mal d'enseignements assez intéressants sur notre ville. Et puis, on présentera, c'est le gros du sujet de ce soir, on présentera les grands objectifs et les principales orientations du PADD. Et puis, on laissera évidemment une part importante aux échanges et aux débats si vous avez des questions. Je laisse dans un premier temps Samuel Léon du cabinet Caudrin introduire et rappeler le contenu d'un PLU, la phase du PADD, les éléments diagnostiques et puis, comme l'a dit Madame le maire, les éléments de restitution des ateliers qui ont eu lieu il y a quelques mois maintenant. Alors on va essayer d'aller assez vite parce que j'imagine que vous êtes tous là plutôt pour entendre le projet tel qu'il a été pensé, tel qu'il est en cours de réflexion. Et simplement pour vous remettre les choses en contexte, qu'est-ce qu'on trouve dans un PLU? Un PLU, c'est composé de plusieurs pièces. La première pièce, c'est le rapport de présentation. Le rapport de présentation, il comprend en gros l'état des lieux, le diagnostic et l'état initial de l'environnement. Et c'est également dans ce document qu'on va trouver tout ce qui explique le PLU, sa façon de fonctionner, ce qu'on va trouver dans les différentes pièces du PLU. Deuxième pièce du PLU, c'est l'objet de la réunion de ce soir, c'est le projet d'aménagement et de développement durable. On va appeler PADD durant toute la soirée. Ce PADD, c'est l'expression du projet politique de la commune. Donc c'est un document, voilà, on nous a présenté la dernière fois le document, le PADD actuel. C'est un document qui était assez court à l'époque, qui est toujours assez court aujourd'hui, qui exprime une vision politique et qui fixe
des objectifs en matière d'aménagement du territoire, en matière d'équipement, en matière de protection des espaces naturels, agricoles, forestiers, également des objectifs en matière de préservation, de remise en état des continuités écologiques, donc des objectifs qui sont assez précis. Et puis ce PADD, il fixe aussi des orientations, donc qui sont plutôt des grandes lignes à suivre sur d'autres sujets tels que l'habitat, le transport, la transition énergétique ou d'autres. Donc c'est voilà, l'expression politique d'une vision assez complète du territoire. Ce projet d'aménagement de développement durable, il devra trouver une traduction dans une seconde phase à travers soit le plan de zonage, soit le règlement affilié à chacune des zones qu'on va trouver sur le territoire, soit à travers des orientations d'aménagement et de programmation qui sont des éléments réglementaires complémentaires qui viennent en plus du règlement, en plus du zonage pour orienter un peu plus précisément l'aménagement et l'urbanisation de certains secteurs. Alors, rapidement aussi pour le calendrier, donc la délibération de prescription de la révision du PLU a été prise au mois de juin 2021, donc c'est à cette date qu'a été lancé le travail de diagnostic et d'état initial de l'environnement que je vous ai présenté donc, lors d'une réunion précédente au mois d'octobre 2021. À l'issue de cette réunion, on a commencé à travailler avec les élus, sur l'élaboration du PADD. Il y a eu également un temps de concertation le 22 janvier 2022 à la Maison des associations. Ce travail a permis d'enrichir le PADD, d'apporter des précisions sur certains sujets, donc certaines vont vous être présentées ce soir. Et donc on se trouve aujourd'hui, une réunion publique qui va nous permettre de présenter le PADD dans une version jusqu'aboutie quasiment finalisée, mais une version qui est encore amenée à évoluer en fonction des échanges qu'on pourra avoir ce soir. Le débat sur le PADD, il est prévu au mois de mai, le 11, si je ne dis pas de bêtises, et à partir de là, on commencera à travailler avec les élus, mais également dans le cadre de concertation sur les outils réglementaires, c'est-à-dire, je le disais, le règlement, le zonage et les OAP, avec un arrêt du projet de PLU. Alors l'arrêt, ça veut dire qu'on arrête de travailler, le projet est ficelé. À l'automne 2022, on entre dans une phase plutôt administrative de consultation de services extérieurs, également d'enquête publique auprès de la population. C'est à cette occasion que vous aurez l'occasion, en plus de la concertation, de vous exprimer officiellement et d'émettre un avis à titre individuel ou autre sur le projet de PLU. Les avis qui seront analysés et qui seront intégrés ou non en fonction de leur pertinence dans le PLU qui, lui, donc, devrait être exécutoire sur le territoire de la commune de Bernay au printemps 2023. Alors, quelques éléments aussi pour vous rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là lors des ateliers du 22 janvier, on a eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous sur trois sujets: la nature des paysages, les formes urbaines et la question des mobilités. Alors, sur la question de la nature et des paysages, il y a sorti plusieurs éléments qui ont fait relativement consensus. Premier élément, c'est celui de protéger les grands espaces naturels de Bernay. Deuxième élément, apporter plus de verre dans la ville et notamment sur les espaces publics. Troisième élément, avoir un regard particulier sur le risque d'inondation en perméabilisant davantage le territoire de Bernay, puisque, pour le rappeler, une goutte d'eau qui tombe sur un espace perméable va mettre plusieurs heures, plusieurs jours avant de circuler dans le cours d'eau et de faire déborder, alors que si une goutte d'eau tombe sur un espace perméable, un espace très très dur, urbanisé, va se retrouver directement dans le cours d'eau et faciliter son débordement. Et puis dernier élément sur cette question de nature et de paysage qui est ressorti de façon assez importante dans les échanges qu'on a pu avoir lors de l'atelier, c'est la valorisation des cheminements, notamment pour relier, pour tisser un lien un peu plus fort entre la ville et les grands espaces naturels, ce qui fait un peu le lien aussi avec ces questions de mobilité, donc qui était le troisième atelier, avec là aussi des consensus qui se sont dégagés sur l'idée d'amplifier le réseau cyclable de Bernay, d'améliorer le confort des piétons, le confort de l'usager dans l'espace public,
enfin le rendre plus agréable, en lien avec notamment la végétalisation, et puis aussi des sujets qui ont émergé concernant le stationnement, avec cette idée assez partagée de trouver un équilibre entre des espaces publics qui soient agréables et aussi une nécessité d'avoir des espaces de stationnement sur la commune, notamment pour accueillir les visiteurs extérieurs. Et puis enfin, dernier atelier, celui qui concernait plutôt les formes urbaines. Alors là, un peu plus de débat, mais en tout cas un consensus sur la question du centre-ville. Ce consensus, c'est de dire qu'il faut protéger le centre-ville dans sa forme, dans sa silhouette, dans son paysage tel qu'il est. Par contre, il y a une action à faire sur l'intérieur des bâtiments, notamment pour rénover les logements. Alors là, on peut dire tout de suite, le PLU va être assez peu opérationnel sur ce sujet-là, mais participera à accompagner cette démarche, on pourra le détailler tout à l'heure. Les quartiers pavillonnaires, il y a cette idée de les maintenir dans leur vocation résidentielle, mais il y a un débat sur, en tout cas au sein des participants aux ateliers, pour savoir s'il faut apporter un peu plus de densification ou s'il faut figer ces quartiers dans leur forme telle qu'elle est aujourd'hui. Les hameaux, c'est un peu la même chose que pour les quartiers d'habitat plutôt pavillonnaires. Il y a un consensus pour dire qu'il ne faut pas les étendre. Par contre, il y avait un débat pour savoir si tel ou tel herbage ne peut pas faire au cas par cas l'objet d'une construction, l'objet d'une petite densification, mais avec l'idée toujours de rester quelque chose de moderne. Et d'autres sujets qui ont été évoqués, la question du devenir de l'hôpital, la question du devenir aussi de certains équipements pour qui plusieurs participants voyaient les potentiels pour développer notamment certains projets urbains, certains projets immobiliers. Je passe rapidement sur les éléments de diagnostic. Bernel, on l'a vu et revu, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. C'est un paysage qui est préservé, qui est, on pourrait presque dire, exceptionnel, et qui est le support aussi d'une biodiversité reconnue, en tout cas qui accueille une richesse écologique assez importante. Bernel, c'est aussi une entité urbaine avec des quartiers qui sont très bien identifiés et qui ont chacun leurs caractéristiques, leur identité de façon très forte. Et ce qui se dégage aussi au sein de l'entité urbaine de Bernel, c'est une très forte dimension patrimoniale, à la fois dans le bâti, mais également dans le végétal, puisque on a pu mettre en avant que Bernay est aussi une ville verte, même si ça ne se voit pas depuis l'espace public. Dès si on arrive à regarder ce qui se passe dans les cœurs d'îlots, notamment dans les espaces privés, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de végétal, y compris dans le centre-ville de Bernay. Et des risques, des nuisances sur lesquels on reviendra, qui sont prises en compte dans le projet d'aménagement de développement durable. Sur l'aspect plutôt développement humain, plutôt humain du territoire, Bernay, c'est à peu près 10 000 habitants. C'est une dynamique, selon les chiffres INSEE, qui est plutôt à la baisse, mais quand on regarde dans le détail, Bernay enregistre plus d'arrivées que de départs. Si Bernay perd des habitants aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plus de décès que de naissances, mais il y a en tout cas, il y a un frémissement d'attractivité sur le territoire sur lequel le PADD, on y reviendra, entend s'appuyer. Bernay, c'est aussi un parc de logement qui est très diversifié, à la fois dans sa typologie. Il y a des petits, il y a des grands logements, il y a des propriétaires, il y a des locataires de façon assez équilibrée. Donc là aussi, c'est une force, même si il y a assez peu de logements neufs, en tout cas ces dernières années, sur le territoire. Et puis enfin, la commune, c'est un pôle d'emploi, un pôle d'équipement, et c'est aussi un territoire qui est le réceptacle de pratiques de mobilité qui évoluent, en tout cas qui font l'objet d'attentes particulières. Ça s'exprime à Bernay, mais ça s'exprime aussi dans d'autres territoires, avec un usage de la voiture qui reste important du fait même de la structure du territoire, mais une ville qui est globalement favorable à l'utilisation de la marche à pied et à l'utilisation du vélo. Et il y a une attente qui a été exprimée plusieurs fois sur le développement de ces types de mobilité. Et puis enfin, ça a été évoqué notamment la semaine dernière dans le réunion public, la gare de Bernay, il ne faut pas l'oublier, constitue un équipement structurant, un équipement majeur en termes de mobilité, mais également en termes de rayonnement. Voilà, rapidement pour le contexte dans lequel se déroule le PADD.
On peut enchaîner sur les ambitions du PADD, donc dans le sujet principal de cette réunion. Quand on révise un PLU et qu'on est à cette phase de l'écriture du PADD, en fait, on se pose simplement la question, on veut juste savoir ce que l'on veut de Bernay en matière de développement pour notre ville, pour notamment dans un espace-temps relativement lointain, à savoir 10 ans, grosso modo. C'est qu'on imagine Bernay dans 10 ans. Et donc comment on fait pour atteindre des objectifs qu'on se fixe aussi dans ce PADD. Mais avant ça, en fait, au préalable, il faut aussi que nous sachions qui nous sommes et du moins, qu'est-ce que Bernay? Quelle est cette ville? Et finalement, la réponse, elle n'est pas si évidente, parce qu'au premier abord, on se dit qu'on est très vite renvoyé à ce concept d'urbain et de rural. Est-ce que Bernay est une ville? Est-ce que Bernay est la campagne? Et finalement, la réponse, elle n'est pas si évidente, notamment parce qu'on est un peu les deux, donc il est difficile de se caractériser soit ville, soit campagne. Et puis, on peut aussi être très vite renvoyé à tout ce qui caractérise notre ville, à savoir des équipements, un théâtre, des équipements publics, un futur cinéma, un hôpital, mais aussi des facilités d'accès via une gare, via des autoroutes, etc. Finalement, ce n'est pas forcément une caractéristique, c'est juste des éléments qui sont là sur notre territoire, mais ça ne nous définit pas forcément. Donc au final, la définition de la ville de Bernay, elle n'est pas si simple que ça. Et quand on a passé plusieurs heures de travail sur le sujet, en écoutant en réécoutant les différentes réunions publiques, ateliers ou réunions publiques, on s'est finalement concentré sur la notion de proximité, dans sa dimension, globale, ou du moins la proximité au pluriel, pardon, dans toutes ses dimensions. Proximité physique comme proximité humaine. Proximité humaine, c'est lié au lien social, c'est-à-dire que très vite, on peut avoir des besoins, mais très vite, on peut tomber sur une personne ou un équipement ou un élément dans cette ville qui fait qu'on va pouvoir répondre à notre besoin. Donc il y a vraiment une proximité humaine. Mais il y a aussi une proximité physique à plein de choses, comme notamment, Samuel vient de le dire, à la nature, qu'on soit en centre-ville ou très vite à l'extérieur de la ville, on est très vite dans des paysages, dans l'environnement, dans des paysages agricoles, de bocage, etc. Et donc en fait, on a une proximité avec beaucoup d'éléments géographiques assez variés et et finalement qui forment une bonne qualité de vie à Bernay. Et donc c'est pour ça que notre première orientation est plutôt de faire de la proximité au pluriel, de cette proximité au pluriel, comme un socle de notre identité, et donc de la renforcer, voire de la développer. Et donc je reviendrai dans cette orientation 1 de comment on imagine la développer. Et le deuxième élément, c'est vivre, on l'a appelé vivre en synergie. Pourquoi? C'est finalement comment on imagine le développement de Bernay, justement en amplifiant cette proximité. Donc là, on est un peu plus dans le concret, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait concrètement en termes notamment de développement d'habitat pour justement vivre en synergie avec tout ça. La proximité de l'orientation 1, ce n'est pas un sujet de repli sur soi, bien au contraire, c'est plutôt on le voit comme un sujet de qualité de vie, d'être très proches les uns des autres et donc d'avoir des solutions assez rapides comme je vous l'ai dit. Mais c'est aussi, et on peut le traiter dans l'orientation numéro 2, c'est comment on invite les autres personnes, l'extérieur, à venir partager cette qualité de vie et cette proximité qui existe ici chez nous. Je me perds pas. Et donc on va aller dans le détail de cette proximité, donc de cette orientation numéro 1. Bon, il y a un contexte territorial, on a évoqué cette carte pour vous. En fait, cette carte va nous suivre tout au long de la soirée parce qu'on va y ajouter plein de choses notamment. Et donc le premier élément important, voilà, c'est de renforcer et de créer, voire de renforcer un lieu de vie authentique qui est fondé sur la richesse écologique du territoire. Donc préserver dans un premier temps la nature en ville. Les espaces sont nombreux, sont variés, même en ville. Ils sont parfois peu visibles parce que c'est en fond de jardin ou c'est notamment des espaces privés.
mais on a cette notion de pas japonais qui forme une trame verte en ville, qui est extrêmement importante, et donc l'idée est vraiment de préserver cette particularité et de la développer. Aussi de préserver les grandes pénétrantes naturelles jusqu'en cœur de ville. Les pénétrantes, c'est-à-dire tout simplement la prairie de la Charentonne, qui suit la voie verte et donc la vallée de la Charentonne, mais aussi les vallées sèches, notamment pour le Comte, Côte-Saint-Michel, etc. On a ajouté d'assurer la perméabilité des clôtures pour la petite faune. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une richesse écologique, même en centre-ville, il faut qu'on ait une attention particulière sur cette possibilité que la petite faune puisse justement elle aussi se balader entre guillemets entre les espaces de grande nature et le centre-ville. Et donc on doit éviter les barrières physiques, et donc il y a une attention particulière à avoir sur les clôtures de nos propriétés. Préserver la forte présence de la nature dans les vallées, ça j'en ai déjà tout petit peu parlé. C'est un peu embêtant parce que je suis obligé d'aller là. Protéger les boisements champeaux, bas bouffés, mais aussi sur le sud de la ville. On a des boisements, ils sont là, et donc inévitablement on va faire en sorte de les protéger. J'en ai un peu parlé dans le cadre de la perméabilité des clôtures, mais il y a un grand enjeu qui est de redensifier les éléments de la trame bocagère, donc qui existent un peu partout, notamment à l'extérieur de la ville, mais on doit avoir une réflexion dans les nouveaux projets pour justement plutôt avoir une dynamique de redensification des haies et du petit bocage plutôt que de les arracher. Finalement, le message que j'ai un peu envie d'envoyer à l'ensemble des propriétaires et à l'ensemble des Bernayens, c'est plutôt planter même des petites haies plutôt que d'arracher ou de mettre des clôtures en béton ou en grillage uniquement. Pour inévitablement de conforter les liaisons écologiques intercommunales. Un dernier point, on doit aussi prendre en compte la sensibilité des captages d'eau potable et la qualité de la ressource en eau, notamment celui des bruyères, ce qui nous poussera vraisemblablement à prendre des décisions sur la possibilité de construction, notamment dans un périmètre rapproché du captage, du moins de nouvelles constructions. On a ajouté aussi un élément sur l'inscription nécessaire d'une ambition de qualité environnementale dans tous les projets, c'est-à-dire les projets d'envergure, de nouvelles constructions, comme les projets particuliers. Vraiment d'avoir un traitement, de prendre en considération le fait que même en centre-ville, ou même dans les quartiers pavillonnaires, ou même dans les hameaux, j'en parle pas, mais vraiment partout dans la ville, il y a un intérêt vraiment de poursuivre et de renforcer cette richesse écologique. Et donc on doit aussi, à titre particulier, avoir dans tous nos projets cette conscience et cette volonté de le développer. Et donc nous, ce PLU, il va nous permettre d'ancrer ça dans le marbre et donc de pouvoir avancer en ce sens. Samuel, si vous voulez ajouter des choses, n'hésitez pas. Peut-être simplement pour préciser que quand on parle de nature en ville, il y a effectivement tous ces éléments végétaux qui ont une surface relativement conséquente, les jardins privés, les jardins publics, mais ça va aussi concerner par exemple les arbres isolés, ça va concerner les alignements d'arbres, et puis quelque chose qu'on a peut-être un petit peu moins en tête, le PLU a la capacité de protéger des éléments bâtis qui, en ville, peuvent être favorables à ce qu'on appelle la faune des vieux murs. Alors, ce sont des lézards, ce sont ce type d'animaux, mais qui participent à la biodiversité. Et à travers le PLU, il y a un outil qui reste relativement opérationnel pour préserver cette nature en ville qui est végétale et animale. Un dernier point que j'ai oublié, qui n'est pas écrit, et que je souhaite aussi vous mentionner, c'est qu'on devra aussi contenir la pollution lumineuse. On a pris une décision récente, notamment d'extinction de la lumière à partir de 1h30 désormais jusqu'à 5h, je crois, ou 5h30. Elle a certes une vocation écologique et économique,
de réduction de consommation et de réduction des dépenses. Mais elle a aussi une vocation, il ne faut pas l'oublier, de favoriser la vie nocturne de certains animaux qui ont besoin d'être dans le noir, et uniquement dans le noir. Et donc, il y aura aussi ce sujet de contenir la pollution lumineuse, notamment pour ne pas perturber cette vie animale la nuit. Donc ça vient en conflit avec une certaine forme de sentiment d'insécurité quand on marche après 1h30, notamment dans le centre-ville, mais il faut savoir peut-être aussi voilà, vivre en communauté aussi avec la vie animale. Juste sur vraiment ce premier élément, sur le lieu de vie authentique fondé sur la richesse écologique, vous avez compris qu'on met vraiment l'accent sur la qualité paysagère de la ville, mais pas uniquement dans les hameaux, dans la campagne qui est déjà à proprement parler intéressante d'un point de vue environnemental et paysager, mais aussi dans les quartiers, dans le centre-ville, etc. On met vraiment un point fort sur ce sujet-là. Parce que derrière ça, il y a une notion d'une part de qualité de vie, mais aussi de santé, tout simplement. Parce que plus on va vivre dans un environnement où la nature est présente, même au centre-ville, plus on va avoir une vie plus saine, parce que plus vous avez de végétaux, moins vous avez de pollution, etc. Le deuxième point dans cette première grande orientation, c'est de maintenir et de conforter, voire même de développer les formes urbaines resserrées. Qu'est-ce qu'on appelle quelles sont les formes urbaines resserrées, pardon? C'est inévitablement ce centre-ville, sa silhouette médiévale, très proche, notamment avec le patrimoine médiéval, mais aussi le tissu des faubourgs, qui forment vraiment quelque chose, encore une fois, de très proche. On a un habitat qui est très proche les uns des autres, et finalement, cet héritage, il est à préserver. C'est une silhouette qui fait la caractéristique de Bernay et qui fait aussi sa chance, notamment d'avoir un patrimoine médiéval qui n'a pas trop souffert notamment de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, inévitablement, il faut préserver cette identité. On le maintient comme axe principal et important du PADD. Dans le développement, on va parler de modernisation de certains quartiers, d'îlots proches du centre, plutôt que d'extension, notamment dans la campagne. Et finalement, c'est vraiment d'avoir un objectif, et on y reviendra plutôt dans l'axe numéro 2, mais d'avoir un développement concentré dans l'enveloppe urbaine. C'est-à-dire que l'enveloppe urbaine, elle est quand même assez large, mais il y a des éléments de diagnostic qui nous disaient notamment que la ville était une ville cyclable et marchable. C'est vraiment d'essayer que les nouvelles constructions, en tout cas, les nouvelles extensions de lotissement, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, mais de nouvelles habitations un peu plus resserrées, soient toujours à proximité du centre-ville, grosso modo à 10 minutes à pied ou très proche en vélo. Samuel, si vous voulez ajouter. Pour compléter effectivement cette idée de prioriser le développement de la ville à l'intérieur de ce qu'on appelle l'enveloppe urbaine, c'est-à-dire la ville vue du ciel, si on devait en dessiner les contours. L'objectif est de prioriser le développement à l'intérieur de ce périmètre. C'est une volonté de la municipalité, c'est aussi une obligation légale qui est de plus en plus forte, avec peut-être ce que vous avez entendu, vous en avez peut-être déjà entendu parler, le ZAN, c'est le zéro artificialisation nette, qui est un objectif à atteindre à l'échelle nationale d'ici 2050, qui consiste tout simplement à ne plus urbaniser, ne plus consommer de territoires, d'espaces agricoles, d'espaces naturels, d'espaces forestiers, ou alors, s'il n'y a pas d'autre choix, de venir compenser, de venir désartificialiser sur certains secteurs. Donc voilà, ce PADD s'inscrit aussi dans cet objectif national. Ouais, l'idée, c'est vraiment de veiller à conserver cette compacité qui fait la caractéristique de Bernay et de ne pas comment dire, se calquer sur des extensions urbaines qu'on a pu voir vraiment de manière assez, je ne sais pas comment caractériser ça, mais des extensions urbaines assez aléatoires, on va dire, de certaines villes ou villages que l'on peut connaître même aux alentours de Bernay. On a cette chance d'avoir une ville compacte et donc et d'avoir encore quelques opportunités foncières pour se développer dans l'enveloppe urbaine. Donc plutôt se concentrer sur les opportunités foncières proches du centre-ville
tout en, inévitablement, c'est ce que ça veut dire, hein, comment dire, redévelopper ou développer certains îlots proches du centre, c'est avoir une réflexion aussi sur le renouvellement de la ville sur la ville, de sa recomposition, d'avoir une démarche qui est un peu plus longue, mais encore une fois, ça c'est plutôt dans le point 2. L'idée aussi, dans cette grande orientation, est de renforcer l'identité des quartiers pour retisser un lien mode de vie, paysage, patrimoine. On a ce centre-ville, j'y reviens pas, mais on a aussi des quartiers pavillonnaires qui sont différents les uns et les autres, qui ont des qualités vraiment propres, et vraiment c'est de les préserver, de les conforter, d'encadrer leurs modalités d'évolution, et encore une fois, dans cette évolution, d'avoir une... Ça ne veut pas encadrer son évolution, ça ne veut pas dire fermer, bien au contraire, c'est de continuer à le densifier, à le développer, mais d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion de la présence du végétal assez importante dans le développement. Plus on va développer des quartiers pavillonnaires qui ont une présence du végétal, plus il y a une qualité de vie qui en ressortira. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais en tout cas, on a des quartiers pavillonnaires, il faut les préserver, on peut les développer de manière assez douce, mais avec une visée plutôt de présence végétale dans un premier temps. On a des habitats collectifs aussi, notamment sur le quartier du Bourg-le-Comte et le quartier du Stade. Je ne sais pas si vous y passez ou si vous y vivez, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme urbaine assez aérée, assez conviviale, assez végétalisée, mine de rien. Certes, c'est beaucoup d'espaces, notamment d'espaces verts, de pelouse. Il y a quand même, c'est quand même assez aéré, ce qui conforte une certaine qualité de vie, et donc ça fait partie de son identité, et l'idée n'est pas justement de densifier ces habitats collectifs encore et encore, mais plutôt de traiter ces espaces de convivialité et recréer, ou du moins créer ou renforcer le lien social que les associations de quartier tendent aussi à faire, mais d'accompagner plutôt la vie, justement, entre les habitats collectifs et dans ces espaces verts qui sont existants. Sur les hameaux, on en a un peu parlé. L'idée est surtout de préserver l'identité rurale des hameaux et de modérer la capacité de développement. Concrètement, ça veut dire essentiellement favoriser ou comment dire, autoriser l'extension, la réhabilitation, voire dans certains cas le changement de destination quand on a des granges qui peuvent être rénovées en habitation, etc. Mais de réfléchir plutôt au cas par cas sur les extensions ou le comblement de dents creuses qui peuvent exister dans certains hameaux en fonction des réseaux, et j'y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard. Le dernier point est d'améliorer la qualité urbaine et paysagère des entrées de ville. Il y a eu déjà un gros effort de fait, je crois, sur les entrées de ville, avec on a beaucoup retiré par le passé, notamment l'affichage publicitaire qui venait un petit peu polluer ces entrées de ville. Là, il y a un autre effort à faire, je crois, qui est en lien avec une partie 2, et notamment sur le développement économique. On a beaucoup d'entrées de ville qui sont dans des zones d'activité, hein, je pense au Beaucourt, Manouve, et aussi les Granges, une zone qui ne me concerne pas, mais celle de Melval, qui est plus commerciale. On a des entrées de ville dans des zones économiques qui sont, encore une fois, peu paysagées, le paysagement est très faible, et ce qui fait un petit peu défaut, notamment dans la globalité de la ville. Donc il y aura plutôt un traitement particulier à avoir sur le sujet. Oui, peut-être, il me semble que d'ailleurs c'est la diapositive suivante. Lorsque l'on parle de traitement des paysagers des entrées de ville, ça concerne effectivement aussi ce qui se passe à l'intérieur des zones d'activité qui, de façon assez générale, hein, c'est vrai à Bernès, c'est vrai ailleurs, sont souvent délaissés d'un point de vue paysager. Donc là, le PADP affiche une ambition sur ce sujet-là. Ce que j'aimerais ajouter aussi, pour apporter des précisions, parce que l'essentiel a été dit, lorsque l'on parle de préserver l'identité, notamment architecturale du centre-ville, ça concerne évidemment le patrimoine
médiéval, qui est celui qu'on voit le plus, qui est le plus prégnant à Berlin, et ça concerne aussi le patrimoine industriel, qui est un petit peu plus discret, mais qui est très présent aussi sur la commune. Et ça concerne également des éléments, on va appeler de petits patrimoines, c'est-à-dire plutôt de bâtis à repérer ponctuellement, voilà, une maison bourgeoise, un lavoir, un moulin, choses comme ça que le PLU a la possibilité de protéger d'encadrer la construction, d'encadrer l'évolution. Ça peut aussi concerner la cité Jardin, qui est à l'est du centre-ville. Et puis, une chose aussi sur la question des quartiers d'habitat pavillonnaire, quand on parle d'évolution, ça peut effectivement être l'accompagnement d'une densification modérée, mais ça peut être aussi de façon plus modeste, rendre possible des extensions, rendre possible des surélévations aussi pour tout simplement accompagner les ménages dans leur parcours résidentiel sans qu'ils aient forcément besoin de déménager. Le parcours résidentiel, c'est simplement le fait que, en fonction de son niveau d'avancement dans sa vie, on n'a pas exactement les mêmes besoins en logement. Donc, parler d'évolution de ces quartiers, c'est aussi répondre à cela. Sur ces premiers points, Samuel vient de le dire aussi, le PLU peut faire des choses concrètes. C'est-à-dire qu'on peut, par le règlement à venir après qu'on va travailler, sur l'autre phase de travail après le PADD, on peut vraiment agir sur la richesse écologique, la développer dans tous les projets, qu'ils soient portés par des particuliers ou par la collectivité ou par d'autres aménageurs ou des bailleurs, etc. On peut renforcer l'identité des quartiers, permettre toujours et encore la compacité de la ville. Ça, on a des moyens d'agir grâce au PLU. Ce que je vais aborder là maintenant sur les déplacements, on est un tout petit peu à la marge, c'est-à-dire que le PLU en tant que tel ne pourra pas trop nous donner des moyens pour agir vraiment concrètement. En revanche, le PLU et le PADD doivent être là pour donner des grandes orientations sur le sujet des déplacements, et notamment, toujours et encore parce que la proximité, là en l'occurrence la proximité physique, est bien réelle, c'est l'idée de favoriser, d'accompagner le développement d'une ville des courtes distances, notamment avec des mobilités plus douces, vélo, piéton. Encore une fois, le diagnostic le dit, on est une ville cyclable et marchable. Aujourd'hui, dans certains quartiers, on n'est pas forcément très bien placé quand on est piéton ou quand on est vélo. Donc c'est toujours un petit peu dangereux, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de veiller à ce développement. Le développement du maillage cyclable, il commence, je crois, par le projet d'aménagement du quartier de la Gare, où on va vraiment créer une structure de quartier dédiée vraiment, ou du moins où on va plus partager l'espace public, qui est aujourd'hui essentiellement destiné à la voiture, ou utilisable par la voiture, et très peu pour le piéton ou pour le vélo, alors même qu'il y a une gare, il y a environ 1000 usagers quotidiens, etc. Il n'empêche que quand on est sur un vélo ou à pied sur les trottoirs, dans ce quartier-là, on ne se sent pas forcément très bien. Et donc, ce projet d'aménagement, c'est un peu le point de départ de cette réflexion et du développement qu'on pourra avoir sur le maillage cyclable et piéton de la ville sur toute la commune. C'est vrai que sur la question de la mobilité, c'est pas le PLU qui est l'outil le plus opérationnel, mais sur d'autres sujets aussi, le PLU vient souvent en accompagnement. Par contre, il y a un élément sur lequel le PLU devient un outil vraiment opérationnel avec des résultats concrets, c'est notamment dans les obligations qui seront faites de prévoir du stationnement pour les vélos en fonction des types de destinations, c'est-à-dire en fonction de si vous allez construire du logement, des équipements, des écoles, du commerce. Le PLU a la possibilité, même l'obligation, d'imposer un nombre minimal de places de stationnement, notamment pour les vélos, pour les voitures aussi, ça c'est plus classique, mais notamment pour les vélos, ça c'est assez récent, et je crois que ça sera c'est quelque chose dont les élus vont s'emparer. En gros, l'idée générale, c'est ce qui est finalement dans l'encadré, c'est vraiment de veiller
à ce qu'il y ait un meilleur partage de l'espace public entre la voiture, le piéton et le vélo. Qui aujourd'hui, on est dans une ville, alors attention, on ne raille pas de la carte la voiture, de toute façon on en aura encore besoin pendant plusieurs années, mais c'est de commencer doucement à vraiment inciter à d'autres pratiques de déplacement, d'autres pratiques de mobilité, et donc là on a un pouvoir de faire des choses, notamment en améliorant l'espace public dédié aux piétons et aux vélos. Une partie obligatoire et réglementaire, notamment du PLU, c'est de prendre en considération les risques et les nuisances. On a fait un premier bloc où en gros on doit faire, mettre des choses en place pour limiter l'exposition des habitants aux risques et aux nuisances. Dans un premier temps, pourquoi? Parce qu'on a des nuisances sonores, notamment liées aux voies à grande circulation, la déviation, les routes départementales qui touchent à l'habitat. On a une voie ferrée qui traverse la ville, et puis on a aussi un aérodrome qui provoque aussi quelques activités. Et donc on a vraiment ce sujet de limitation de l'exposition des habitants aux nuisances sonores. Il y a aussi d'autres risques, plutôt. Le risque inondation, on l'indique pareil, c'est pas le PLU qui va régler les problèmes, quoique, on le verra un peu plus tard, en partie. Mais ça me permet de vous dire qu'on est en cours de travail avec l'intercommunalité, notamment pour établir un schéma de gestion des eaux pluviales qui va nous permettre aussi d'avoir un état des lieux justement du ruissellement des eaux pluviales en ville comme ailleurs, surtout le secteur sur toute la ville de Bernay, ce qui va nous permettre derrière de voir où ça bloque, où ça ruisselle mal, où est-ce qu'il faut faire des petits aménagements pour justement éviter des ruissellements trop conséquents. Il y a d'autres éléments et j'y reviendrai un peu plus tard. Donc il y a le sujet des mouvements de terrain, ça c'est tout simplement, on a une carte qui est faite par l'État, liée notamment aux marnières, parce qu'on est quand même dans un secteur de la Normandie où il y a eu beaucoup d'exploitation de marnières. Donc il y en a quand même pas mal sur le PLU qui vont être recensés, qui vont du coup interdire les constructions, notamment dans un périmètre. On a quelques sites délicats d'activité industrielle avec un seuil CVSO bas pour une entreprise qui est Aérochine, donc quand même assez proche de l'enveloppe urbaine, si ce n'est pas l'enveloppe urbaine. Et puis enfin, prendre en compte le risque incendie, on a là pareil, pas le PLU, mais la ville a des moyens d'agir et on a prévu de flécher des investissements chaque année pour développer notamment les bornes à incendie, voire des bâches quand c'est pas possible. Donc voilà sur la première orientation. Je ne sais pas si ça suscite dans un premier temps des questions sur le sujet de la proximité et tout ce qu'on a évoqué. Auquel cas je peux d'ores et déjà prendre une question ou deux si vous en avez. Sinon on peut tout dérouler et puis on prendra les demandes ou les questions. Oui. J'ai juste une question parce que c'est extrêmement dense en information. Est-ce qu'il y aura la possibilité dans un support futur d'aller regarder plus oui. Je suis content que vous le souleviez parce que c'est vrai que c'est dense, il y a beaucoup de travail derrière et on rendra public le document. Donc je passe à la deuxième orientation qu'on a appelée vivre en synergie. Donc je répète, c'est comment on imagine le développement de Bernay, donc vraiment notamment le développement de l'habitat, pour notamment en lien avec ce premier axe de la proximité. Alors, le premier élément, c'est d'accueillir la diversité des modes de vie et des modes d'habiter. La ville de Bernay n'a jamais été très pauvre en termes d'attractivité. Il y a toujours eu une certaine dynamique économique, toujours une bonne dynamique commerciale. Voilà, même s'il y a des cycles, mais c'est surtout conjoncturel plutôt que structurel. Et donc on a toujours eu une attractivité qui va et vient avec le temps, qui est plutôt plus ou moins positive selon les périodes.
Mais finalement, on peut quand même se dire qu'on a toujours eu une certaine activité. L'idée est toujours de la conforter et surtout de vouloir la renforcer. En revanche, c'est peut-être un petit point d'attention qu'on peut avoir en ce moment, c'est de transformer cette attractivité toujours plus ou moins présente en croissance démographique. Parce que ces dernières années, on sent quand même une petite baisse de la population. On est passé un peu en dessous des 10 000 habitants, on tend à repasser au-dessus de ce seuil. Bon, ça reste un seuil assez indicatif, qui ne veut pas dire grand-chose, mais bon, il n'empêche que c'est toujours bon d'avoir une dynamique positive en termes de démographie plutôt qu'une dynamique négative, notamment parce que derrière vos services, vos équipements publics, il y a moins de monde, il y a moins entre guillemets rentabilité, même si un service n'est pas rentable, mais quand vous avez moins de monde qui vont dans les services, c'est plus propice à des fermetures notamment. Et donc, l'idée, comment essayer de transformer cette attractivité toujours un peu présente en croissance démographique, c'est de répondre aux besoins par une offre de logement adaptée. Pourquoi on dit ça? Parce que le diagnostic nous indique surtout qu'on a aujourd'hui une offre de logement qui n'est plus trop adaptée aux besoins. On a des grands logements en centre-ville qui sont soit pas utilisés, soit sous-utilisés. Ils sont habités que par une personne ou deux, alors qu'on pourrait être beaucoup plus. On a des petits logements, petits moyens logements qui ne sont pas adaptés soit aux personnes âgées, soit aux jeunes familles, soit aux personnes célibataires, parce que c'est plus forcément la demande d'aujourd'hui ou le besoin, parce qu'on est dans des petits appartements, pas forcément très fonctionnels, mais liés encore à l'histoire et au caractère médiéval de la ville. Donc, on doit avoir une attention particulière sur vraiment avoir un développement avec une offre variée et riche, et donc très diversifiée, avec des typologies très diversifiées, alliant des grands et des petits logements, des individuels comme des collectifs, de qualité notamment. Il y a plusieurs besoins auxquels il faudra que l'on réponde. Et pour répondre à ces besoins de manière adaptée et de manière diversifiée, on prend plutôt le parti de diversifier les modes de production et de ne pas se contenter de faire de la construction neuve uniquement. Ça peut être le parti de certaines villes, et ça l'est d'ailleurs. Certaines villes se disent, moi je fais que de la construction neuve pendant 6 ans, c'est très facile, le foncier est libre, donc il est plat, il est pas trop cher, et donc je peux avoir des opérateurs qui vont faire sortir des maisons tout le temps, ou de l'habitat collectif facilement et très rapidement. On va le faire, on a déjà des sujets en cours, et j'y reviendrai après, mais on ne va pas se contenter de cela, notamment parce qu'on a quand même un centre-ville où il y a beaucoup de logements, il y a un peu de logements vacants, des logements qui sont parfois pas forcément en bon état, donc vraiment un axe mis sur la lutte contre l'habitat indigne. Un autre élément, un autre mode de production peut être aussi la densification et la recomposition d'îlots, c'est-à-dire qu'on peut, à travers le PLU, cibler des endroits de la ville qui sont vieillissants, abandonnés, ou on peut faire ce que l'on appelle du remembrement, c'est-à-dire qu'on va faciliter l'addition d'un habitat collectif qui est assez vieux, pas très agréable à vivre, et puis à côté il y a une petite barre de logements vacants, ou en R+1 ou R+2 où c'est vacant, ou alors il n'y a qu'un seul logement qui est loué, et puis des logements ou alors des hangars, ou des structures qui ne sont pas utilisées. Et donc l'idée, ça c'est sur du temps plus long, en revanche, ça ne peut pas se voir en un mandat, ça se fait en 2 minimum, donc en 10 ans. L'idée est vraiment de remembrer tout simplement, de faire du remembrement comme du remembrement agricole. On peut le faire aussi en centre-ville, toujours dans cette enveloppe urbaine, dans l'idée d'être très proche des commerces et des équipements et des services. Donc on va avoir cette démarche-là un peu plus tard dans l'élaboration du PLU. Et donc c'est pour ça que ça fait l'objet d'un point particulier. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on va vraiment diversifier les modes de production. On va renouer un petit peu avec de la construction neuve, qui n'a pas eu lieu depuis beaucoup d'années, du moins dans le sens de construction neuve portée par nous, ou impulsée par la collectivité. Il y a eu des opérations de construction neuve, notamment d'habitat collectif en centre-ville, mais c'était particulier
particuliers qui ont fait une opération de temps en temps, voilà, en 10 ans il y a dû en avoir 2 ou 2,5, mais il n'y a pas eu d'opération d'envergure portée par le public sur du foncier public, et donc ça on va le faire, de manière quand même réfléchie en fonction de l'orientation numéro 1. Peut-être simplement pour compléter, c'est vrai que cette volonté d'avoir un mode de production diversifié des logements, ça vient aussi en réponse à ce qu'on a présenté au tout début de la présentation, c'est de limiter aussi la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers. À partir du moment où on limite, on est dans cet objectif-là, on ne peut pas répondre à tous les besoins en logement uniquement en extension. Il faut réfléchir à d'autres modalités de construction qui sont un petit peu plus complexes, qui sont parfois un peu plus onéreuses, mais qui s'inscrivent aussi dans une logique vertueuse. Et puis une deuxième chose, le PLU, en tout cas sur la question de l'habitat, il est aussi au service d'autres politiques publiques, notamment concernant les logements vacants. À travers le PLU, on ne peut pas obliger à ce qu'un logement vacant soit réhabilité. Par contre, en remettant un petit peu de tension sur ces logements, c'est-à-dire en rendant un petit peu moins facile la construction neuve en extension, on rend ces logements plus intéressants et on leur redonne de la valeur, on remet plus facilement des gens dedans, on les sort plus facilement de la vacance. Donc le PLU est là aussi en articulation, en complément d'autres politiques publiques un peu plus générales. Donc je le disais, en termes de développement de l'habitat, ce qu'on se propose de faire, c'est d'avoir vraiment une double approche uniquement dans l'enveloppe urbaine. Une double approche, c'est-à-dire à la fois de la construction neuve et du remembrement. Dans la construction neuve, on a déjà ciblé 2 quartiers qui, de par des opérations plus ou moins lancées en cours de réflexion avec des bailleurs ou avec des opérateurs, de développer de l'habitat diversifié, à la fois collectif. Je pense notamment au quartier de la Croix-Coquet. Vous savez qu'il y a l'ancienne clinique de la Charentonne qui est en friche depuis des années et des années. Avec Mme le maire, on a vraiment repris le dossier depuis qu'on est arrivé et on a retravaillé le sujet avec notamment Siloge pour créer une opération immobilière mixte, pas forcément uniquement de logements sociaux, parce que vous savez, Vernet a déjà plus de 20% de logements sociaux, donc on est déjà dans notre obligation réglementaire. Et l'idée, c'est vraiment de créer un quartier proche du centre-ville, encore une fois, à pied ou en vélo, avec une offre de logement qualitative, avec des belles prestations sur du collectif, mais c'est du petit collectif, hein, je ne parle pas de R+5, du moins de 5 étages, je crois que c'est 3 en maximum. Et donc il y a un sujet sur la Croix-Coquet, notamment par la friche de la prairie de la Charentonne, mais aussi parce qu'il y a une MEX, une maison de l'enfant, qui est en train d'être portée par une association aidée par le département, et donc c'est une maison qui accueille des enfants en difficulté, qui va se construire. Et puis il y a aussi la redynamisation du lycée Clément Ader qui va migrer entre deux lieux, va se migrer en un, et les travaux sont en cours, notamment dans la partie basse. La partie haute va être fermée et la partie basse va être vraiment redynamisée. Donc on a une petite dynamique qui s'est installée et qui va se poursuivre sur la Croix-Coquet, que l'on veut accompagner. Donc nous, notre accompagnement, il va être sur le projet immobilier porté par Siloge. Il va être aussi, il reste encore un petit peu de foncier disponible, donc l'idée c'est de discuter avec les propriétaires pour voir ce que l'on peut faire. D'être assez proactif en fait sur le développement d'un quartier qui est vraiment à proximité du centre-ville, à proximité du pont Radet, qui en a aussi besoin d'avoir plus de personnes qui viennent utiliser ce quartier commerçant. Donc voilà, donc il y a un premier sujet sur la Croix-Coquet où on va un petit peu renouer avec la construction neuve ici. Et puis il y a le secteur du mascrier que l'on va aussi essayer de redynamiser. Donc, là, on est sur vraiment du temps plutôt court, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, on peut voir des opérations neuves sortir d'ici 2026. Pourquoi? Parce que c'est simple, le foncier est nu, on est propriétaire quasiment du foncier un peu partout, on maîtrise le foncier.
ou alors c'est un bailleur qui le maîtrise, ou alors il reste un petit terrain privé où on peut rentrer en contact avec le propriétaire. Donc en fait c'est du foncier maîtrisé, et donc c'est facile de faire des opérations. C'est pas forcément... vraiment c'est le plus facile. Mais donc du coup on va aussi porter une attention sur le développement vraiment maîtrisé du secteur du Mascrier. Je pense notamment à une parcelle qui est juste après l'hôpital, ou qui avait fait l'objet d'ailleurs d'un projet, d'une opération en face à la résidence Lilou il y a plusieurs années. Je ne sais pas combien il y a d'années qu'il y avait eu l'imagination d'un projet ici. Mais en tout cas, nous, on est en train de réfléchir à un aménagement où on entre par le biais du paysagement, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on est sur une parcelle finalement inconnue. C'est une herbage, certes, mais il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de haies, il n'y a pas de blocage, il n'y a rien. Et l'idée, c'est vraiment d'intégrer le développement urbain par ce prisme-là et d'y développer une offre plutôt différente de ce qui peut voir le jour à Coquet, et de voir un mix entre des maisons individuelles avec des parcelles plutôt intéressantes, et aussi de l'habitat individuel groupé destiné aux jeunes familles, aux primo-accédants, parce qu'aujourd'hui il y a très peu d'offres pour les primo-accédants aux alentours je ne vais pas donner de prix, mais aux alentours de 150 à 200 000 euros quand vous êtes en couple avec un enfant. Il y a très peu d'offres à Bernay. Beaucoup de personnes s'en vont en dehors de Bernay pour trouver ce type d'habitat. Et donc l'idée est vraiment d'essayer de fixer dans cette dynamique de conserver, voire de faire revenir des jeunes familles, c'est aussi d'adapter notre offre et donc de le développer. Donc ça, c'est la première approche, l'approche construction neuve, qui va être notamment portée par la collectivité, et donc ça peut se faire assez rapidement. La deuxième approche, je l'ai un tout petit peu expliqué, mais c'est vraiment d'accompagner et de travailler sur des recompositions urbaines, toujours dans l'enveloppe urbaine. Donc vraiment, on essaie de limiter un maximum l'extension, puisque Samuel Léon l'a rappelé, de toute façon, on n'aura pas le droit. Demain, on rencontre les services de l'État, ils vont nous le rappeler. Il y a la loi climat et résilience qui s'applique. On doit diviser par deux le nombre d'hectares déjà urbanisés dans ces 10 dernières années dans l'objectif de 10 ans à venir. Donc, de toute façon, il faut avoir une réflexion un petit peu plus poussée, un peu plus stratégique sur la recomposition de la ville, et donc de renouveler la ville sur la ville. Et je le disais tout à l'heure, c'est de trouver des îlots que l'on peut recomposer, que l'on peut remembrer. Et là, en revanche, c'est du temps long. Pourquoi? Parce que c'est du foncier qu'on ne maîtrise pas. Il est souvent bâti. Et c'est du foncier qu'on ne maîtrise pas. Il est uniquement maîtrisé par des propriétaires privés. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on initie la démarche, il faut qu'on utilise notre droit de préemption urbain quand il y a des ventes, et qu'on imagine justement qu'il y a un îlot qui peut se recomposer. Mais ça ne veut pas dire qu'en utilisant notre droit de préemption urbain sur un immeuble ou une maison qui fait partie de cet îlot, ça va se faire tout de suite. Peut-être qu'on attende, qu'on discute avec les propriétaires, qu'on trouve des opérateurs, des investisseurs, etc. Donc c'est vraiment une démarche de plus long terme que l'on va initier pendant ce mandat, et je pense très sincèrement qu'on n'en verra pas le résultat avant notre échéance à nous de mandat. Vraiment les premières sorties de recomposition urbaine auront lieu vraisemblablement dans un mandat qui n'est pas celui-ci. Donc voilà un petit peu les deux jambes sur lesquelles on va marcher sur le développement de l'habitat, de la construction neuve, maîtrisée dans des lieux proches du centre-ville, où derrière il faudra qu'on aménage évidemment l'espace public pour faciliter le piéton et le cycle, et puis la recomposition urbaine. Toujours pareil, peut-être pour compléter, vous avez vu sur cette diapositive-là, dans la légende, il y a des pictogrammes qui viennent d'apparaître, qu'on a déjà vu apparaître il y a quelques diapositives. C'est pas une erreur, c'est simplement le fait que ça concerne le centre-ville, les espaces quartiers pavillonnaires, les quartiers d'habitat collectif et les hameaux. Dans un premier temps, on a évoqué plutôt leur paysage, leur silhouette, leur image, et dans un deuxième temps, il s'agit aussi de se poser la question de qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces quartiers. Donc, la réponse c'est la suivante, c'est dans le centre-ville, on préserve, on conforte ce qui fait la caractéristique du centre-ville, c'est-à-dire qu'on va y trouver une diversité de fonctions
urbaine. On va y trouver du logement, évidemment. On va y trouver aussi des commerces, on va y trouver des activités économiques, que ce soit des activités tertiaires, le petit artisanat ou autres. On va également y trouver des équipements, des services publics. L'un des objectifs, une fois qu'on a protégé la silhouette, le patrimoine, c'est aussi de préserver le mode de fonctionnement de ce centre-ville qui est un centre-ville très dense dans lequel on trouve beaucoup de choses, et ce qui fait aussi l'attractivité d'un logement de Bernay. Sur les espaces à caractère plus résidentiel, en tout cas pavillonnaire, l'objectif c'est de maintenir leur caractère résidentiel qui garantit aussi leur calme, ce qui fait, qui explique en partie pourquoi ce sont des espaces qui sont recherchés. Mais là, il y a aussi la possibilité, en tout cas l'objectif, d'insérer un petit peu d'activité, un petit peu de ce qu'on appelle dans le jargon de mixité fonctionnelle, c'est-à-dire avoir essentiellement de l'habitat, mais également pouvoir trouver quelques services, quelques activités économiques qui soient compatibles avec la vocation de l'habitat de ces espaces et qui permettent de diversifier un petit peu ce qu'on y trouve. Les quartiers d'habitat collectif, là aussi, leur vocation, c'est plutôt d'accueillir du logement. On va y revenir sur la diapositive suivante. Dans ces quartiers d'habitat collectif, on trouve aussi des poches de commerce, de proximité. Donc il s'agit de les préserver, de les maintenir, parce qu'ils jouent un vrai rôle en termes de structuration à l'échelle de ces quartiers, mais aussi à l'échelle des quartiers pavillonnaires environnants. De façon très, très concrète, ça permet d'éviter d'aller dans le centre-ville ou d'aller dans les zones commerciales périphériques pour faire ses courses du quotidien, ses courses de proximité. Et puis dernière chose, les hameaux, là aussi, KDD réaffirme leur vocation de secteur résidentiel, avec aussi, alors sur les autres secteurs, on a une mixité logement et activité. Dans les hameaux, on a une mixité de fonctions, plutôt logement et un petit peu activité agricole. Donc il s'agit de préserver cet équilibre et cette double vocation des hameaux. Voilà pour la différence entre plutôt l'image des quartiers et ce qu'on y trouve à l'intérieur, ce qu'on y fait. Oui, c'est vrai que moi je ne m'étais pas trop attardé sur l'état actuel que l'on conforte et que l'on renforce. Je voulais surtout insister sur finalement un peu la stratégie de développement qu'on imaginait sur justement cette double approche de développement d'habitat. Mais en tout cas, tout ce que vient de dire Samuel, inévitablement, on le conforte. Sur l'habitat, encore une fois, le PLU, là il peut agir, on peut agir concrètement, on peut faire des choses. C'est concret, ça va être défini dans le règlement, il y aura dans le zonage et dans le règlement. Ce que je vais aborder désormais, c'est sur les activités économiques. Là, on a, le PLU a un peu la main, mais surtout l'histoire, c'est que nous, on n'a pas forcément la main en tant que ville, parce que ce n'est plus notre compétence que de développer l'économie sur notre ville, mais c'est celui de l'intercommunalité. Bon, c'est pas très grave, puisque de toute façon, c'est aussi Louis Chouin qui est en charge du sujet à l'intercommunalité. Donc on a une attention particulière, notamment sur nos zones d'activité, et inévitablement, l'idée c'est de s'appuyer sur ces zones-là pour diversifier, pour densifier, et aussi pour accueillir des activités économiques qui puissent être assises sur les ressources du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les activités qui sont présentes déjà, on les ancre bien, on évite qu'elles partent. Parce qu'une activité économique, ça peut venir comme ça peut repartir aussi vite, pour diverses raisons. Donc l'idée, c'est vraiment de conforter et d'ancrer ces filières qui sont présentes sur notre territoire. Et aussi, c'est d'essayer de faire en sorte de garantir que la richesse produite profite à notre territoire. Donc on a un vrai sujet d'intérêt ou de structure, de diversification et de densification économique, où on doit avoir une attention assez particulière. Donc inévitablement, on va pas. Aujourd'hui, on a un PLU, on a une cartographie qui est assez volontariste, sur les zones d'activité. Le cabinet Conra a fait un peu le calcul. Aujourd'hui, on a plus de 40 hectares qui sont dédiés au développement des zones économiques, notamment des granges. Si on accumule les granges,
et Malou-Bois-du-Cours. 40 hectares, c'est énorme. Honnêtement, si demain, devant les services de l'État, je dis qu'on va indiquer 40 hectares de développement économique, ils vont pas vouloir, très clairement. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre l'arrivée d'entreprises, si on en a, notamment dans toutes les démarches qu'on peut faire avec l'intercommunalité. Donc de dédier du foncier de manière assez, de nombreux hectares quand même de foncier dédiés à l'activité économique, donc d'accompagner une certaine forme d'extension, on indique modérée, mais vraiment qu'on soit en capacité d'accueillir des nouvelles activités, et donc de ne pas chercher des endroits autres que celles des zones d'activité. Les granges se dynamisent beaucoup, il y a des arrivées d'entreprises assez fréquentes, ou du moins des entreprises qui quittent certains lieux, notamment du centre-ville ou d'ailleurs, et qui viennent sur cette zone d'activité, donc ce qui est plutôt bien, notamment quand on a notre démarche de vouloir recomposer un peu les îlots en centre-ville. Et puis, donc voilà. On a un sujet aussi un peu plus particulier, où on se pose pas mal de questions sur la zone d'activité des Canadiens, et notamment le récent développement d'activités un peu particulières liées aux équipements sportifs, de loisirs, mais aussi de lieux de travail. Je pense, voilà, on a eu le gymnase André Rémy, on a tous les équipements sportifs de rugby et les différents stades qui sont là. On a une entreprise qui permet de faire du sport en salle, on ne va pas citer leur nom pour ne pas leur faire de pub. On a un tiers-lieu, une sorte de tiers-lieu, qui vient un peu diversifier le secteur. Et puis on a plus loin le collège du Hameau qui se construit. Donc il y a quelque chose qui mérite un peu une attention particulière. Il y a du foncier encore disponible autour de ces différents équipements. Et donc pourquoi pas développer un lieu de vie un peu plus innovant, un peu plus lié aux activités, aux sportifs, loisirs. Voilà. On a aussi le camping qui mérite de revivre et qui mérite d'avoir aussi qu'on ait une réflexion dessus, donc qui est en lien avec le loisir finalement. Et donc voilà, on a un peu ciblé ce quartier-là qui doit nous permettre de réfléchir et où on doit aussi apporter des solutions. Samuel l'a dit, mais on le retrouve aussi dans les filières économiques inévitablement, c'est vraiment de conforter l'activité commerciale du centre-ville. Je l'ai dit aussi dans mes propos introductifs, on a la chance d'avoir un centre-ville toujours dynamique malgré les cycles qu'on peut connaître. Les cases vides se remplissent, excepté peut-être, on a une attention particulière avec Mme Le Maire sur le pont Ravet, notamment ces derniers temps, donc on veille aussi au grain sur le sujet, mais on a quand même une attractivité commerciale qui est vraiment bonne, qui est vraiment positive sur le centre-ville, et donc à nous aussi de toujours la conforter, de toujours la dynamiser. Il y a une petite activité commerciale dans les quartiers. On aurait pu décider de se dire stop à l'activité commerciale dans les quartiers, tout est concentré justement dans le centre-ville. On n'est pas trop sur cette ligne-là, notamment parce que le petit commerce, notamment de très proximité, très grosse proximité, qui existent dans les quartiers, notamment du Gros-le-Comte et du Stade, sont nécessaires. Voilà, donc on conforte quand même cette activité commerciale, bien que faible, dans les quartiers. Enfin, un point aussi important qui relie cette identité de la ville de Bernay, c'est véritablement d'inscrire l'agriculture comme un acteur de l'économie. On a la chance d'avoir des activités agricoles, encore une fois, diverses et variées. On a des activités équestres, on a des activités laitières, on a des activités qui se diversifient d'ailleurs, avec un projet qui est même terminé, mais de méthanisation. On a des activités céréalières, on a des activités vraiment riches. Et donc, on se doit aussi d'inscrire ce secteur d'activité, ce secteur extrêmement important dans les acteurs de l'économie locale.
et aussi dans les acteurs du paysage, parce que derrière l'agriculture, il y a aussi la préservation des paysages. Quand on parle d'une activité laitière, ça veut dire qu'il y a des herbages, qu'il y a du bocage, de conserver, etc., et d'entretenu. Et donc on se doit aussi de concilier justement la partie développement de l'habitat et l'activité économique agricole. Il n'y a pas forcément trop de conflits, notamment parce qu'on voit à peu près ce que l'on peut faire uniquement dans les hameaux, et donc l'activité agricole a lieu plutôt dans les hameaux. Voilà, donc le conflit n'est pas forcément très présent. En revanche, il y a peut-être un sujet d'attention où il faut que l'on réfléchisse, que l'on soit vigilant, sur les liaisons ou les franges entre l'habitat et l'activité agricole. Mais bon, ça c'est un micro-détail quasi. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, alors c'est vrai que sur certains sujets, on a dit que le PLU venait en accompagnement d'autres politiques publiques. Par contre, là, sur ce qui a été évoqué, il y a quelques éléments sur lesquels le PLU a un caractère très concret, sans tous les citer, quelques exemples, comme ça vous aurez une idée un petit peu de ce qui pourra vous être présenté lors de la prochaine réunion publique de présentation des outils réglementaires. Quand on parle de conforter l'activité commerciale en centre-ville, concrètement, ça veut dire que le PLU a la possibilité de repérer des linéaires commerciaux, les linéaires commerciaux qui existent aujourd'hui, et d'interdire qu'ils ne deviennent autre chose que du commerce. Ça s'observe sur certains territoires, pas trop à Bernay, mais ça pourrait dans les prochaines années. On a parfois des devantures commerciales qui sont murées, qui se transforment en logement. En interdisant ça, on rend possible, le jour où l'activité économique est à nouveau florissante, leur réoccupation à des fins commerciales. Et puis préserver le commerce en centre-ville, ça veut dire aussi flécher l'activité commerciale là où on a envie qu'elle se passe. Donc l'autoriser dans le centre-ville, l'encadrer dans les tissus pavillonnaires, voire interdire, et puis également l'encadrer dans les zones commerciales de périphérie, en tout cas ne pas contrôler le développement du commerce en périphérie, parce qu'on sait qu'à population égale, il n'y a pas de création de commerce. Un commerce qui ouvre en périphérie, c'est un commerce qui ferme en centre-ville. S'il n'y a pas d'augmentation de la population, c'est assez simple à comprendre, à expliquer en tout cas. Voilà. Autre chose concernant le tourisme, l'un des objectifs du PLD, c'est d'accompagner la structuration, le développement d'une filière touristique, en tout cas les potentiels de développement touristique du territoire. Là, concrètement, ça passe par des choses qu'on a déjà dites, c'est-à-dire préserver les éléments de patrimoine végétal, les éléments de patrimoine paysager, les éléments de patrimoine bâti, mais ça passe aussi par autoriser, là où on le veut, là où on le souhaite, la possibilité d'avoir de l'hébergement touristique, la possibilité d'avoir des hôtels. Il n'y a pas d'injonction de faire, mais en tout cas, si le marché est là, le PLU doit pouvoir rendre possible ce type de construction. Et puis l'agriculture aussi, il y a une dimension touristique quand on parle de concevoir l'agriculture comme un acteur économique. De plus en plus, l'agriculture a ce modèle économique qui tourne évidemment sur la production de denrées alimentaires, mais il y a aussi toute une part des revenus des agriculteurs qui passe par la diversification de leur activité, qui concerne notamment l'activité touristique. Donc c'est par exemple à travers le PLU permettre le changement de destination de bâtiments qui ont aujourd'hui une vocation agricole, mais qui, s'ils ne sont pas repérés sur le plan de zonage, ne peuvent pas devenir autre chose, des gîtes par exemple, ne peuvent pas devenir autre chose que des bâtiments agricoles. Et puis une dernière chose, et puis comme ça on pourra passer au dernier sujet, on a beaucoup parlé des zones d'activité comme des éléments essentiels pour l'emploi, c'est vrai, mais une partie importante des emplois de Bernay se situe aussi dans le tissu urbain. C'est pour ça qu'on a parlé aussi tout à l'heure de permettre la mixité fonctionnelle des tissus urbains. Donc c'est aussi permettre l'activité, la préservation, la pérennisation des activités qui sont aujourd'hui présentes dans le centre-ville et les autres quartiers. Le dernier point, enfin c'est pas forcément le dernier point, mais c'est le dernier gros point on va dire, mais je vais y passer rapidement parce que bon, il
inévitablement de poursuivre, c'est un peu notre rôle premier presque, de garantir et de renforcer les services de la ville. Peut-être des points particuliers, le futur ancien collège du hameau et la future ancienne piscine. L'idée est surtout de maintenir sa vocation de pôle d'équipement, ou du moins de pôle public. Pourquoi? Parce que j'en reviens toujours à mon histoire de maîtrise du foncier, et quand une ville, enfin du moins quand le public maîtrise le foncier, c'est toujours plus facile de faire des choses derrière. Même quand on vend le foncier à des opérateurs, on est maître en fait sur ce qu'on veut y mettre. Et donc l'idée c'est vraiment de conserver et de maintenir cette vocation de pôle d'équipement. En quoi, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que simplement le collège c'est le département qui est propriétaire, la piscine c'est l'intercommunalité je crois. Donc inévitablement ça sera des discussions qu'on devra avoir avec ces structures qu'on a déjà d'ailleurs. Bon, l'idée est aussi de valoriser les espaces de loisirs. Je passe assez rapidement parce que ce sont des choses qu'on connaît quand même. Il y a peut-être un point qu'on souhaite aussi apporter, c'est quand même d'intégrer la question du soin, de l'accès aux soins et de la santé dans cette politique d'aménagement, notamment parce que plus on sera actif et plus on sera les premiers défenseurs, notamment de nos services publics liés aux soins, de l'hôpital notamment. Et je sais que, enfin voilà, on a Madame le maire qui est aussi présidente du conseil de surveillance et qui se bat beaucoup depuis juillet 2020 pour vraiment redynamiser notre hôpital. Et voilà, on a des projets qui sont un petit peu en cours de réflexion par d'autres structures plutôt publiques ou parapubliques de construction de nouvelles EHPAD, etc. Et donc nous, à travers le PLU, on doit aussi faciliter et faire en sorte d'accueillir ce type de projet. Et donc inévitablement, on apporte une attention particulière à cela. Les deux derniers points, c'est de renforcer l'accessibilité du territoire. Bon, je vais pas m'y attarder, c'est améliorer le fonctionnement du pôle gare, ça c'est en cours. On a déjà un projet qu'on a déjà présenté la semaine dernière, qui est aussi accessible en ligne. La gare comme élément quand même structurant de notre territoire, c'est une porte d'entrée, mais c'est aussi une porte d'ouverture vers l'extérieur. Et puis, de valoriser également les mobilités douces ou les liens avec la voie verte, vraiment comme un élément structurant. La voie verte, elle va quand même jusqu'à Broglie. Elle passe par la vallée de la Charentonne, par beaucoup de petits villages. On peut imaginer qu'elle se continue aussi vers Fontaine-l'Abbé, Serpigny, par Carentonne, où c'est plutôt, certes, c'est pas viabilisé en tant que tel en termes de voies cyclables, mais n'empêche que c'est quand même relativement calme en termes de circulation automobile. Donc on peut imaginer quand même une petite continuité cyclable assez intéressante. Le département y travaille, nous aussi on doit y travailler, notamment dans l'enveloppe urbaine. Donc vraiment l'idée est de renforcer cette accessibilité, mais j'en ai déjà dit pas mal sur cela. Et je crois qu'il y a un dernier point, si ça veut bien venir. Le stationnement, on en a un petit peu parlé. Sur le stationnement, bon, l'idée est toujours de renforcer, d'améliorer l'accès aux besoins, d'améliorer le besoin de stationnement automobile public. On va faire un petit effort dans le cadre du projet gare. Je retiens quand même que ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec une personne qui travaille en centre-ville, qui est une profession libérale. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais en fait, c'est facile de se garer à Bernay. Il y a énormément de place pour se stationner. C'est juste qu'on a aussi nos habitudes qui viennent un peu en confrontation avec les lieux de stationnement, qui ne sont pas forcément plus loin qui ne sont pas forcément très loin. On imagine que c'est loin, mais finalement, c'est pas très loin. Donc il y a aussi une représentation du stationnement à Bernay qui est peut-être un peu faussée dans nos habitudes et dans nos pratiques, et qu'il faut aussi que l'on re-questionne et que nous, on soit là aussi pour faire en sorte d'orienter ces re-questionnements et donc d'aller stationner aux endroits où il y a des places, parce qu'il y en a. Et je crois que c'est terminé. Voilà, merci beaucoup.
Merci au service, merci à Manuel, une fois de plus, et au service communication d'avoir organisé cette réunion. Merci à Hélène Franck qui est en charge du suivi du PLU, et c'est pas une petite affaire, donc c'est beaucoup de travail, et merci beaucoup. Puis merci à M. Dieuze qui est toujours derrière pour veiller. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, des sujets que je n'ai pas abordés volontairement ou involontairement, n'hésitez pas. Et si vous voulez des compléments aussi, je peux y répondre. Si vous voulez aussi apporter votre vision, n'hésitez pas. Mais je rejoins un peu ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure. C'est un travail, le PADD, la révision du PLU, c'est un travail assez dense. C'est beaucoup de sujets stratégiques et globaux qui sont dans le PADD. Le PADD, c'est peu concret. C'est très stratégique, donc inévitablement, c'est pas opérationnel, c'est pas concret. Mais ça nous sert parce que c'est un peu la pierre angulaire de ce qui va suivre après dans le travail qu'on va faire avec Codra. Parce que demain, ce qu'on va faire, à partir de demain quasiment, c'est que l'on va travailler sur une cartographie de la ville, on va dessiner des zonages, on va dire ce que l'on peut faire à tel ou tel endroit en respectant ces deux grandes orientations. Respecter, favoriser la proximité et vraiment d'avoir un développement en synergie avec tous les sujets que l'on a pu aborder. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Pendant cette période de révision du PLU, quelle réponse est-ce que l'on peut apporter à des potentiels acheteurs sur des terrains, déjà à des vendeurs qui ont des terrains qui veulent détacher de leur propriété? Quelle réponse apporter à des acheteurs qui veulent savoir s'ils peuvent bâtir? Alors, il y a une réponse réglementaire que je vais vous apporter qui est à partir du 11 mai, je crois, le conseil municipal du 11 mai, on débat du PLD. À partir de ce moment-là, on a le droit ce qu'on appelle le sursis à statut. C'est-à-dire que sur toute demande, on peut se dire non, je ne prends pas de décision parce que justement on révise le PLU et voilà, c'est réglementaire, c'est un droit que l'on a. En revanche, je ne suis pas comme ça. Parce que je ne trouve pas que parce que l'on fait un document, on doit tout arrêter. On n'a pas une grosse activité immobilière non plus, de construction, de développement, etc. Mais il n'empêche que c'est pas ma philosophie. Et d'ailleurs, je rencontre énormément de porteurs de projets. On avance sur la friche de la clinique de la Charentonne avec Siloge. On avance avec des propriétaires particuliers sur certains projets. On avance sur le foncier public que l'on maîtrise, sur notamment Mestrier. Donc en fait, faut me solliciter, faut reprendre et relire et s'approprier un petit peu le PADD, parce qu'il y a quand même des choses assez concrètes quand on est porteur de projet immobilier, ou quand on est vendeur, ou quand on est... Voilà, il y a quand même un état d'esprit, je crois, derrière le PADD. Et donc, la réponse que je vais vous dire surtout, c'est de venir me voir, de me rencontrer, de me présenter votre projet, de me rencontrer, de me présenter les volontés des vendeurs, des acquéreurs, et d'avancer en temps masqué sur la base du futur pays. Voilà. Je ne sais pas si c'est une réponse qui vous satisfait, mais en tout cas, ce n'est pas une réponse de statu quo. C'est-à-dire que je préfère qu'on avance. Je ne souhaite pas que l'on perde du temps. Sur l'outil sursis à statuer, en fait, il a, sur son objectif, c'est de donner à la ville la possibilité de ne pas rendre possible un projet aujourd'hui possible si elle considère qu'il ne va pas dans le sens de ce qui est en train de se dessiner. Par contre, si c'est un projet qui s'inscrit dans les objectifs généraux de la ville, à ce moment-là, l'intérêt est limité. C'est un peu le sens de ma réponse. C'est-à-dire que je ne veux pas utiliser le sursis à statuer. Je préfère que l'on discute, que je vous indique un petit peu justement les éléments de ce PADD et sa traduction concrète à venir, même si je ne peux pas forcément encore l'appliquer, mais pour éviter justement d'utiliser le sursis à statuer et de vous dire non, je
je ne veux pas, et comme l'a dit Samuel, je ne veux pas parce que ce ne sera pas cohérent avec le futur PLU, je préfère qu'on en discute et que l'on trouve des moyens, des solutions pour faire avancer le projet qui est concerné. Comment? Début 2023. Et on fait ça à marche forcée, parce que ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps. On a commencé en juin 2021. Vraiment, la prestation avec Codra a commencé en juin 2021. Un PLU approuvé début 2023, printemps en gros. Hein. On va vous dire une date très précise, mais c'est printemps 2023, fin d'hiver début printemps. On sera sur la base du nouveau PLU. Ça a été une volonté politique de notre part, parce que justement, on ne souhaitait pas envoyer un message voilà, ne peut rien faire pendant cette période-là. D'une part, c'est parce que je veux, et en plus, c'est pas ce que l'on fait, parce que vraiment, on a un rythme assez soutenu. C'est pour ça que je souligne le travail des services et aussi de Codra, parce qu'on a un rythme assez soutenu sur le projet de révision. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le revise, on l'écrit, on part d'une page blanche. Le PLU, là, actuel, il date de 2009. Donc, il n'est pas du tout adapté ni à la situation d'aujourd'hui, ni même à la réglementation en vigueur. Parfois, ça m'oblige à refuser des projets qui pourraient être, le fait qu'il n'a jamais été modifié ou révisé, je suis obligé d'interdire certains projets qui pourraient être autorisés si tout simplement le PLU avait intégré la loi ALUR 2014. La loi ALUR 2014. On n'a pas été intégré dans le PLU, donc il y a certains projets que je ne peux pas autoriser, qui sont pleins de bon sens, qui doivent être faits, une piscine en zone agricole par exemple. Je ne peux pas autoriser un propriétaire qui veut faire une piscine parce qu'il est en zone agricole. Alors même que la loi ALUR de 2014 permet justement en zone agricole de faire une piscine. Donc aujourd'hui, on part vraiment d'une page blanche. C'est encore plus long. Mais voilà. Oui, donc dans PADD, j'entends les 2 dernières lettres développement durable. Alors, il me semble qu'il y a quand même des oublis dans cette notion-là. D'abord, la place consacrée aux activités agricoles. Dans le passé récent, les décisions municipales ont été vers la suppression de zones qui auraient pu permettre le développement de cette activité agricole. Donc, de plus en plus, maintenant, on parle de souveraineté alimentaire. Donc, qu'est-ce que vous envisagez à ce niveau-là pour renforcer cette souveraineté alimentaire, pour alimenter les cantines scolaires, les EHPAD, etc. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en matière d'énergie renouvelable. Il y a des projets sur le territoire d'autonomie en matière de production d'énergie. Donc là, aucune notion pour l'instant, aucune information sur la production d'énergie renouvelable sur la ville de Bernay. Alors, on n'a pas tout mis quand même ce soir, mais il y a beaucoup d'éléments. Sur le premier point, où vous dites que le secteur agricole et la souveraineté alimentaire est un oublié, c'est un peu faux. Notamment parce que toute la première partie sur la proximité, quand même, fait la part belle au développement du bocage, du paysage, de l'environnement, etc. C'est le premier axe, c'est l'environnement. Le premier axe, c'est l'écologie, c'est la richesse écologique. Et je ne suis pas d'accord avec vous parce que à travers, derrière l'agriculture, il y a où est-ce qu'elle a lieu l'agriculture aujourd'hui dans notre ville, c'est notamment essentiellement dans les hameaux. Oui. Voilà. Ce que l'on fait et ce que l'on va faire, c'est qu'on va ne plus pouvoir étendre les hameaux. Donc en fait, on ne va plus pouvoir rogner sur les espaces agricoles. Oui, puis après, et donc, déjà, ça, c'est un premier axe. Je l'ai dit, que ça sera éventuellement au cas par cas sur quelques dents creuses dans certains hameaux où on pourra, parce que ça a du sens, parce qu'on est proche de la voirie,
proche des réseaux, etc., et qu'il y a une parcelle que l'on peut en effet rendre constructible, ou du moins qu'il l'est déjà d'ailleurs. Donc on va les laisser en urbanisation. Donc voilà, on inscrit l'agriculture comme un acteur économique. On aurait pu très bien s'en passer. On aurait pu aussi, au contraire, montrer une volonté politique de développer cet axe-là. Ouais, alors je ne dis pas que je ne veux pas développer l'agriculture quand on est sur un axe stratégique de vouloir justement développer ou du moins inscrire l'activité agricole comme une activité économique. Et je finis avant de te donner la parole, Marie-Lise. Sur la souveraineté alimentaire, je crois que je l'ai noté, c'était pourtant écrit à l'écran, mais on porte aussi un projet municipal qui est de créer un maraîchage pédagogique. Oui, mais pas pédagogique, c'est bien, mais c'est pas ça qui va permettre d'alimenter les cantines scolaires, etc. Alors, oui et non, je pense qu'il y a un projet fait par Access, d'une part, qui est en cours, qui tend à se développer, et honnêtement, d'ailleurs on en parlait juste avant que la réunion se débute, nous on porte un projet pédagogique en lien avec, je suis désolé, mais en lien avec la souveraineté alimentaire, parce que l'idée derrière, on n'en est qu'à prémisse, on va lancer une étude de faisabilité, mais l'idée générale de ce projet, c'est de faire beaucoup de pédagogie auprès des enfants, mais aussi des familles et des adultes, sur l'alimentation, sur le maraîchage et la culture saisonnière, du moins, de prendre en considération la saison dans la consommation, de faire beaucoup de pédagogie sur la cuisine, de savoir comment cuisiner, parce que c'est pas dû à tout le monde, la facilité nous pousse à toujours à peu près manger la même chose. Donc il y a vraiment une vocation justement à inciter à développer cette souveraineté alimentaire, pas forcément en termes de production là sur ce projet-là, mais après je suis pas forcément je vois à peu près ce que vous voulez dire, mais je suis pas forcément aussi radical sur la présentation de ce soir, parce que je crois au contraire qu'on donne plutôt une bonne place au secteur agricole et surtout à la préservation de l'environnement et tout ce qui en découle. Mais il y a aussi le sujet du projet alimentaire territorial, et je sais que Marie-Lise veut en dire deux mots. Vous avez parlé du projet, de l'alimentation dans les cantines, dans les EHPAD et autres. Donc, l'intercommunalité porte le projet alimentaire du territoire et qui regroupe aujourd'hui toutes les cuisines centrales, c'est-à-dire que toutes les cuisines qui sont capables de produire, comme la cuisine centrale de Vernet, et il y en a d'autres, puisqu'il y a Certigny, Brionne et autres, et donc on réfléchit justement comment on peut, avec nos différentes cuisines centrales, alimenter nos collèges, parce que les collèges aussi, les lycées, les écoles, les EHPAD, et même l'hôpital, avec de la cuisine saine, de la cuisine, vous savez qu'aujourd'hui, on doit avoir 25% de bio. Après, nous devons avoir des produits labellisés. C'est déjà ce que la cuisine centrale fait à Vernet. Donc, on développe cette production pour qu'elle soit proche de chez nous. Vous le savez, vous l'avez peut-être lu dans les journaux, l'intercommunalité a soutenu le projet des petites louches. Donc, les petites louches, c'est eux qui vont produire et mettre en conserve pour pouvoir alimenter toutes les cuisines centrales du territoire. Merci. Et je voudrais répondre aussi à votre deuxième point sur le sujet de l'énergie. Le PLU en tant que tel n'a pas forcément des moyens concrets pour faire avancer les choses en matière d'énergie, de production d'énergie renouvelable notamment, parce que vous parlez surtout de la production, je crois. Néanmoins, notre rôle et notre devoir presque, et d'ailleurs c'est ce qui est inscrit dans le BADD, je ne sais plus s'il y avait un élément sur les slides de ce soir, je ne crois pas, mais en tout cas je vous le dis, dans le BADD, il est clairement écrit que nous devons contribuer aux objectifs de l'intercommunalité en termes pour atteindre le territoire 100% énergie renouvelable. On a quand même des moyens d'action qui sont d'inciter ou de favoriser au déploiement ou à la construction à la production d'énergie renouvelable, notamment par des panneaux photovoltaïques sur les toitures, sur les ombrières, voilà,
pas forcément au sol, j'y suis pas forcément favorable, parce que c'est quand même un petit conflit avec l'usage du foncier et puis toute la biodiversité qui est autour. Mais on a beaucoup de toitures, on a beaucoup d'opportunités pour développer la production d'énergie solaire. En revanche, parfois c'est pas possible, pour diverses raisons. Parfois le PLU ne peut pas, ou le PLU actuel, ou parfois aussi il y a la réglementation de défense incendie qui vient en conflit, parce que le règlement de défense incendie du département nous dit qu'il faut, pour développer des projets de panneaux photovoltaïques, avoir une défense incendie à moins de 200 mètres. Et donc, nous, derrière, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? Les lieux où il y a des productions, où il y a des potentiels projets de production d'énergie solaire, il faut que derrière, nous, on aborde cette protection de la défense incendie. Ou alors, le particulier lui-même se finance cette protection par une bâche, etc. Voilà, notamment dans les activités agricoles, ils peuvent mettre une bâche, parce qu'il faut un peu de foncier aussi, mais mettre une bâche pour pouvoir développer la production d'énergie solaire. Un autre élément, mais qui s'impose à nous et qui s'impose à tous les propriétaires ou tous les porteurs de projets d'habitat, c'est tout simplement la réglementation environnementale 2020, RE 2020, qui s'applique désormais dans tout projet neuf de construction, qui est extrêmement ambitieuse, extrêmement contraignante, mais pour moi je trouve ça assez ambitieux. C'est-à-dire que vous avez notamment l'analyse du cycle de vie des matériaux qui doivent être pris en compte, ce qui vous pousse d'ailleurs à construire en biosourcé, pas forcément en béton ou en parpaing. Donc la RE 2020 elle est applicable pour tout le monde. C'est que si vous avez un projet de construction neuve, vous devez nous apporter à nous les garanties dans votre permis de construire que vous respectez la réglementation environnementale 2020. Donc ça c'est un point, c'est-à-dire c'est l'ex-RT 2012 qui est un peu plus connu du coup. Donc ça c'est un élément qui est national, mais que nous on doit veiller, ou vous devez nous apporter en tant que porteur de projet les projets. Et puis dernier élément, je l'ai dit assez rapidement, mais il y a un axe aussi fort dans l'axe 2, et notamment dans le développement des façons de produire du logement. Il y a aussi inévitablement la rénovation. Et donc là on n'est pas dans la production d'énergie, mais on est dans d'éviter d'en consommer trop, de réduire les factures en passant. Et donc on a inévitablement un axe fort sur le PABD. C'est pas le PLU qui va pouvoir mettre en œuvre cela. En revanche, on est inscrit, on s'intègre dans l'opération programmée d'amélioration d'habitat de l'Interco, qui est portée par l'Interco parce que c'est sa compétence. On a récemment contractualisé avec la Fondation du patrimoine pour permettre aux propriétaires qui ne sont pas de cette cible-là, à savoir dans l'OPH, parce que c'est une cible bien particulière, c'est un public qui a des conditions de revenu, donc c'est le public de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, mais en revanche il y a toute une autre partie de la population qui n'a pas accès aux aides, et donc on a contractualisé avec la Fondation du patrimoine pour qu'à chaque fois qu'il y a un projet privé dont la façade est visible de la rue, qui a des caractéristiques remarquables ou intéressantes d'un point de vue patrimonial, mais ça peut être une maison en briques, ça peut être du colombage, ça peut être plein de choses, une toiture en ardoise, eh bien vous avez, vu qu'on a contractualisé avec la Fondation du patrimoine, 50% du montant de vos travaux est déductible des impôts de votre enveloppe fiscale. Donc c'est pareil, franchement je ne sais pas quelle est la déduction fiscale la meilleure en France que celle-ci. Il en existe, mais en tout cas 50% du montant des travaux qui est déduit de votre revenu fiscal, c'est quand même une bonne idée. Donc on met aussi en place des choses en parallèle pour favoriser et développer l'amélioration de l'habitat. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi j'avais une question, notamment ici, au niveau des inondations, continuité écologique, parce que ça nous concerne aussi particulièrement. Est-ce qu'il y aura une discussion sur ce qui va se passer dans Berny, dans le centre-ville, parce que ça a un impact clairement sur notre site, et notre site aussi a un impact de ce qui se passe sur Berny lors d'inondations, lors de fortes pluies, etc. Donc je voulais savoir s'il y avait une concertation, vous avez parlé de l'intercom, etc.,
voir s'il y a une concertation aussi avec un acteur comme nous, comme la pisciculture, pour gérer ce genre de choses qui vont arriver et qui arrivent de plus en plus souvent. Alors, on ne l'a pas écrit aussi ce soir, mais parce qu'on ne peut pas tout aborder dans le détail, mais soyez aussi rassurés, la pisciculture, ou du moins l'activité piscicole, est confortée aussi dans le PLD, on ne l'a pas oublié, on l'a bien inscrit. Pour répondre à votre question, bah oui, inévitablement, enfin, votre lieu, du moins le lieu que vous exploitez, est extrêmement important pour gérer le risque d'inondation, il y a un enjeu fort. Il y aura inévitablement des discussions qu'on pourra avoir dans le cadre du schéma de gestion des eaux pluviales notamment, on pourra l'intégrer dans nos réflexions et dans nos discussions. Donc voilà, on a aussi, je crois, un plan communal de sauvegarde qui a été réalisé ou remis au bout du jour, notamment à l'issue des dernières inondations, qui était assez forte. Donc oui, inévitablement, il faudra qu'on continue, parce que la relation existe déjà, elle est assez étroite et qu'on la renforce. Mais au-delà de ça, c'est aussi une des ambitions de ce PLU, enfin de ce PLD, c'est de réduire ce risque. C'est-à-dire que dans toutes les constructions, il faut qu'on intègre le paysagement, parce que plus on va planter, plus on va mettre plus on va réfléchir à installer des noues, etc., bah, plus le risque d'inondation va être réduit. Je ne dis pas qu'on arrivera à 100%, à zéro risque, ça n'existe pas, surtout dans les années à venir. Je pense qu'on est plus proche d'avoir de plus en plus d'inondations dans notre centre-ville que de ne plus en avoir. Mais en revanche, il faut continuer notre développement et justement, je dirais même, et c'est un des enjeux d'une des parcelles au Mascrier, c'est qu'on va profiter de proposer un développement urbain, des constructions neuves et d'une opération neuve, pour justement gérer en plus le risque d'inondation, du moins le ruissellement qu'il y a du côté qui vient de tout Courbet-Pine. Et donc c'est une des idées aussi de développer ce quartier en priorité, parce qu'on pourrait, par des aménagements, en plus gérer un peu mieux le risque. Parce qu'après, c'est clair que quand on a par exemple une grande inondation, on a ce qui tombe sur Berny, qui a un impact, mais c'est pas le plus gros impact, c'est ce qui tombe au-dessus, les ruissellements, etc. Et tout. Mais ça peut remonter sur 50-60 km au-dessus, notamment au niveau de la source. Nous, on voit vraiment beaucoup avec les gicles, etc. Et tout. Donc c'est vraiment aussi avec l'Intercom notamment, les terres avant qui restent bien là, en zone d'expansion naturelle. C'est ça qui limite le fait qu'on ait des grosses inondations sur Berny dans le centre-ville. C'est fait de pouvoir oui. Là-dessus, c'est pareil, on ne reste pas sans rien faire parce qu'on mesure vraiment le danger. D'ailleurs, pas plus tard que cette semaine, je crois, on a acté aussi avec l'Interco et la ville de Menneval pour s'engager dans ce qu'on appelle une étude multithématique. Et c'est parce qu'on va prendre énormément de sujets, dont le ruissellement, dont le risque d'inondation et dont l'écoulement des eaux, etc. en surface. Et on va bien analyser, en gros, d'où vient justement l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire. On va aller jusqu'à essayer de trouver des aménagements, proposer des aménagements à mettre en œuvre pour réduire le risque. Donc là, on traite le sujet avec Menneval parce qu'il y a un sujet, avec l'urbanisation de Menneval et l'écoulement et le ruissellement. Donc on va analyser ça. C'est une grosse étude qui va prendre un peu de temps, mais c'est une grosse étude qui coûte, je crois, au bas mot, plus de 70 000 ou 75 000 euros. Donc c'est une grosse étude qui va un peu plus. Juste pour nous. 75 000 euros juste pour nous. 75 000 euros juste pour nous. Il faut le faire. Pour la méthode aussi, c'est que j'habite au Val-Menard, j'espère qu'il n'y aura pas de construction avant la pisciculture qui est toujours en action, parce que les petites truites, elles naissent au Val-Menard. Oui, c'est vrai, les petites truites naissent au Val-Menard. Le Val-Menard, de toute façon, le Val-Menard est plein. Déjà au départ, c'était une zone, je ne sais pas si elle était. Non, mais le Val-Menard, il reste une seule place. Oui, il n'y en aura pas avant. Non, c'est avant c'est en zone naturelle aujourd'hui. Ça reste donc en ce zone n'est pas naturelle. possible. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que
quand vous regardez la cartographie du PLU aujourd'hui, actuelle, qui est sur le site internet de la ville, dites-vous que les zones agricoles et les zones naturelles, qui sont actuellement en zone A, zone N, on ne pourra pas y toucher. C'est pas possible. Réglementairement parlant, si on commence à aller voir l'État et on leur dit cette zone naturelle, on pourrait la passer en zone urbanisable, même si c'est 2000 m², ça va être compliqué. Il va falloir vraiment le justifier et on en a pas. Oui, alors vous allez voir, ce sujet paraît différent, mais madame a parlé de demander s'il y aurait de la concertation dans la suite des travaux. Alors sur le cas de la pisciculture, il y a sur une activité qui nécessitera un cadrage particulier, mais peut-être simplement rappeler que la concertation du PLU qui s'engage pour le PLU Dernay, ça n'est pas uniquement les ateliers et les réunions publiques, c'est aussi une concertation qui se fait en continu. Il me semble qu'il y a une adresse mail dédiée au PLU, ça doit être plu@dernay27.fr, quelque chose comme ça. Je suis sûr que vous la trouverez facilement sur le site internet. Alors, c'est quelque chose que je dis pour les personnes qui sont présentes ce soir, mais peut-être aussi pour celles qui regarderont en replay, pour vos amis qui ne sont pas présents ce soir. Et aussi, je peux recevoir, parce que j'ai reçu du monde, j'ai même reçu des personnes extérieures de la ville de Bernay qui ont souhaité me rencontrer pour discuter justement de la stratégie à venir du nouveau PLU. Donc voilà, il faudrait aussi hésiter à me solliciter. Pas d'autres questions? Non. En tout cas, merci beaucoup de votre attention, merci d'être venu présent, et puis je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.